Donc le prochain sujet, ce sera un sujet concernant comment faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu. Alors on sait très bien que E0 c'est Ka fois le flux fois oméga. Donc ce qui fait que oméga égale à E0 sur Ka fois le flux. On sait aussi, d'après la loi de Maille que j'avais déjà établie, E0 égale à ES moins RA fois IA. Et IA c'est le couple sur Ka fois le flux. Alors à partir de ces équations-là, on peut montrer facilement que oméga égale à ES moins RA fois le couple sur Ka fois le flux sur Ka fois le flux. Alors cette équation, elle résume en fait l'ensemble des techniques pour pouvoir faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu. Mais essentiellement, il y a deux techniques qui sont plus ou moins utilisées. La première technique, c'est faire varier la tension de l'induit. Alors, soit on dispose d'une tension variable, ce qui n'est pas toujours le cas, soit on va utiliser tout simplement une résistance qui est variable, une résistance variable qui va être en CV avec l'induit. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait changer la résistance RA, et normalement, ça devrait changer la vitesse, puisque E0 il va baisser, donc si E0 baisse, la vitesse il va baisser. Donc ça donne une idée comment on peut faire varier la vitesse avec le changement donc de RA ou avec la tension de l'induit, si vous voulez. Mais sauf que c'est une solution qui n'est pas très intéressante. Pourquoi? Parce que si on baisse la tension aux bornes de l'induit, la puissance mécanique il va aussi baisser parce qu'on sait très bien que la puissance mécanique c'est E0 fois IA. Donc si le E0 change, ben, il est clair que ta puissance mécanique, elle aussi, il va changer. Au détriment de quoi? Au détriment des pertes de chaleur qui vont augmenter. Donc ça va réduire aussi le rendement. Bien sûr, ça correspond à une très très mauvaise régulation en charge. Pourquoi? Parce que le couple et le courant induit augmentent. Et quand IA augmente, le E0 et donc la vitesse, ils vont baisser. Donc vous voyez un peu les implications lorsqu'on essaie de faire varier la vitesse avec la tension. Il y a une deuxième méthode, c'est par le flux inducteur. On peut le voir directement à partir de cette équation-là. Le flux, je le contrôle avec quoi? Avec le courant qui circule dans l'inducteur. Donc si j'augmente le courant, le flux augmente, donc la vitesse diminue. Si je diminue le courant, le flux diminue, donc la vitesse augmente. Donc là, si tu fais augmenter le courant, tu réduis la vitesse. Si tu réduis le courant, tu augmentes la vitesse. Et comment on peut faire ça? C'est avec une simple résistance ici. Avec un petit potentiomètre, on peut faire varier la résistance totale de l'inducteur. Et là, on a un contrôle total sur la vitesse sans toucher bien sûr ni à la tension de l'induit, ni au courant d'induit. Bien sûr, ça permet d'avoir une variation qui est beaucoup plus contrôlée, beaucoup plus intéressante que si on le fait avec la tension d'induit, mais il y a un petit risque, c'est que si le courant IF tombe à zéro pour une raison ou une autre, ben, le flux il tend vers zéro, et si le flux tend vers zéro, vous regardez dans cette équation-là, la vitesse elle va tendre vers l'infini. Donc on dit que le moteur il va s'emballer. Donc voilà pour ce qui est donc de comment on contrôle la vitesse d'un moteur DC. Alors, deuxième opération qu'on peut faire sur un moteur DC, donc on a vu comment le démarrer, comment changer la vitesse, et maintenant on va voir comment on peut freiner le moteur. Bien sûr, il y a plusieurs façons de freiner un moteur. Je vais juste énumérer quelques-unes, les plus intéressantes. Vous avez ce qu'on appelle le freinage libre. Ça, c'est juste par l'inertie. C'est un freinage mécanique en raison de la charge et des pertes mécaniques. Bien sûr, on n'a pas de contrôle sur le temps de freinage, puisque le freinage, il dépend de la charge, il dépend du moteur, il dépend aussi de la charge mécanique. Donc ça, c'est vraiment par l'inertie, il va s'arrêter tout seul. Mais il y a des freinages qui sont très intéressants, le freinage dynamique. Alors, on va l'expliquer tout à l'heure. Et le freinage par inversion. Le freinage par inversion, il consiste tout simplement à faire quoi? Lorsque le moteur tourne dans un sens, essayer de changer le sens de rotation de ce moteur-là instantanément et couper l'alimentation après. C'est-à-dire, c'est comme si on inverse le sens de rotation, mais pour un laps de temps, juste pour bloquer le couple moteur. Et à ce moment-là, c'est-à-dire on enlève l'alimentation du moteur. Donc, c'est comme si vous allez dans le sens avant et puis pour vous donner une idée, pour freiner, on revient dans le sens arrière, on fait marche arrière, mais pendant un laps de temps juste pour bloquer tout simplement les roues. Bien sûr, vous comprenez que c'est un freinage qui est très rapide, premièrement. C'est très, très, très rapide, mais c'est très dommageable, par contre. C'est un freinage qui est très dommageable pour l'axe, ou si vous voulez, pour le shaft. Donc, pour l'arbre, si vous voulez.
Et à la limite, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser de façon régulière à chaque fois qu'on veut freiner un moteur. On peut l'utiliser par exemple pour un freinage en cas d'un arrêt d'urgence, c'est possible, mais c'est pas quelque chose qu'il faut absolument utiliser de façon très régulière à chaque fois qu'on veut freiner un moteur. Par contre, il y a un freinage qui est très intéressant, c'est le freinage qui est dynamique. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On va faire fonctionner le moteur pendant, si vous voulez, pendant un X temps, qu'on peut bien sûr calculer, mais on va le faire fonctionner en génératrice. Et bien sûr, une génératrice, parce que j'avais dit au début de ce coup-là que le moteur à courant continu, c'est une machine qui est parfaitement réversible. C'est-à-dire, tu veux la faire fonctionner au moteur, c'est très simple. Alimente l'induit, l'inducteur, ça va fonctionner au moteur. Tu veux le faire fonctionner en génératrice, c'est très simple. Alimente l'inducteur et entraîne l'induit. C'est-à-dire l'entraîner en rotation, il va te générer une tension. Et comme j'ai dit, c'est une machine qui est parfaitement réversible. Si tu alimentes l'inducteur et tu entraînes l'induit, ben, l'induit va te générer une tension en sortie. Donc, il va te générer de l'énergie. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement récupérer cette énergie-là et l'exploiter pour pouvoir freiner le moteur. Et on va voir d'ailleurs à travers un exemple comment on effectue ça. Alors, juste quelques exemples de schéma pour le freinage dynamique. Alors, vous voyez ici A, ça c'est, vous avez un moteur, vous avez ça c'est l'inducteur et ça c'est l'induite qui sont alimentés par une source continue, bien sûr. Et puis ici, qu'est-ce qu'on fait pour le freinage dynamique, le freinage par récupération? Tout ce qu'on a à faire, c'est on continue d'alimenter l'inducteur, bien sûr pour avoir un champ, mais sauf que qu'est-ce qu'on fait? On ouvre l'induit. Donc l'induit, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va tourner par inertie. C'est normal, il va continuer à tourner. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va lui brancher une résistance. Donc, puisqu'il va tourner, il va fonctionner comme une génératrice. Donc, il va générer une tension E0. Et c'est cette tension-là que je vais pouvoir dissiper à travers une résistance qu'on peut calculer avec un courant I2. Et c'est ce courant-là qui a tendance à freiner le moteur. Au lieu de le laisser tourner, juste de freiner par inertie, ben à cause de la présence de cette résistance-là, et à cause aussi, et grâce plutôt à la tension qui va être générée au niveau de l'induit, ben ça va permettre de ralentir le fonctionnement du moteur. Et d'ailleurs, on va faire un exemple, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est pour le freinage dynamique. Freinage par inversion. Alors, pour pouvoir freiner, freinage par inversion de quoi? Du sens de rotation. Alors, je récapitule juste une chose qui est très intéressante pour un moteur DC. Si vous voulez changer le sens de rotation dans un moteur DC, c'est très simple. Changer le sens du courant dans l'inducteur ou dans l'induit. Pas dans les deux. Si on change le sens du courant dans l'inducteur et dans l'induit, le moteur il va continuer à tourner dans le même sens. Je répète, pour changer le sens de rotation d'un moteur DC, il faut changer le sens du courant soit dans l'induit, soit dans l'inducteur. Soit dans l'induit ici, I1, soit dans l'inducteur ici, IX. Si vous changez le sens de rotation à la fois dans l'inducteur ici et dans l'induit ici, le moteur il va continuer à tourner dans le même sens. Donc faites très attention à ça. Et je vous dirai quelques incidences quelques conséquences, si vous voulez, de cette remarque-là. Alors maintenant, si je veux changer le sens de rotation du moteur, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est, je garde le sens du courant toujours dans l'inducteur dans le même sens, du haut vers le bas. Mais par contre, en utilisant cette switch-là, regardez le sens du courant. Vous avez le plus ici, à travers la résistance R, c'est normal. Et puis, vous allez ici, à travers l'inducteur, il circule, donc le courant I2, il va circuler de quoi vers quoi? Il va circuler du bas vers le haut. Donc là, on a inversé le sens de rotation du moteur. À ce moment-là, bien sûr, il faut faire attention. Il faut inverser ce sens de rotation, mais pendant un laps de temps, parce que par la suite, il faut enlever l'alimentation. Donc ça, ce qui représente, si vous voulez, le freinage par inversion de sens de rotation. Donc, et on voit très très bien ici une courbe, plusieurs courbes d'ailleurs, qui vous donnent un peu le temps de freinage en secondes pour le sans freinage, c'est-à-dire juste par inertie. Donc, vous voyez, le temps, on n'a aucun contrôle dessus. Et de toute façon, ça prend beaucoup plus de temps. Freinage par inversion, il est très rapide. Le freinage dynamique, il est très intéressant. Il est un peu plus lent que le freinage par inversion, c'est normal, mais il est beaucoup moins lent que le freinage c'est-à-dire par inertie. C'est juste par inertie. Donc voilà pour ce qui est donc comment on peut faire le freinage et comment on peut inverser le sens de rotation d'un moteur DC. Alors le prochain exemple, c'est un exemple sur le sujet qu'on vient de voir, c'est-à-dire le freinage. On va voir comment on peut calculer
la résistance d'un freinage entre autres. Donc on désire arrêter un moteur en utilisant un système de freinage dynamique, donc freinage par récupération. Nominalement, sous une tension ES égale à 240 volts, ce moteur il délivre une puissance mécanique de 90 kW. Il tire un courant d'induit de 400 ampères et tourne à 400 RPM. Alors, on vous demande dans un premier lieu de calculer la résistance de freinage. Si on veut limiter le courant de freinage à 125% de sa valeur nominale. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on vous demande de calculer la puissance de freinage pour plusieurs vitesses, donc pour 0, 50 et 200. Et lorsqu'il décélère, 200, 50 et 0 ampères. Donc ça, c'est vraiment les questions dont on doit répondre. Alors allons-y donc pour ce qui est de ce problème-là. Alors comme d'habitude, ce qu'on va essayer de faire, c'est toujours un petit schéma, ça va faciliter énormément la tâche. Alors ici, on n'a pas spécifié est-ce que c'est un moteur série ou un moteur, enfin c'est pas un moteur shunt ni à excitation séparée, mais moi j'ai considéré qu'il s'agit d'un moteur à excitation shunt, n'est-ce pas, donc parallèle. Et on va tout simplement le regarder lorsqu'il va freiner. Alors on donne ici les informations concernant ce moteur-là. Ici, vous avez la tension ES, la tension de la source qui est égale à 240 volts, qui va alimenter à la fois l'induit et l'inducteur. Le courant IA est égal à 400 ampères, la puissance mécanique c'est 90 kW et la vitesse avec laquelle il est tourné avant qu'on décide de le freiner c'est 400 RPM. Alors, ici, on peut calculer la résistance de freinage pour avoir un courant qui est à peu près 125% du courant nominal, c'est-à-dire à 500 ampères ici. Donc, lorsqu'on freine, voilà la situation dans laquelle on se retrouve. C'est-à-dire, on continue d'alimenter l'inducteur, que je représente par RF, qui n'est pas connu, c'est pas important. Alors que l'induit, on doit lui brancher en parallèle une résistance R, parce que lorsqu'on enlève l'alimentation à l'induit et que l'induit continue à tourner, alors qu'on alimente l'inducteur, ben, le moteur il va fonctionner comme un générateur. Et c'est lui qui va livrer le courant I2 à cette charge-là. Alors, le circuit que j'ai, c'est celui-là. Donc, si j'écris la loi de Mile, alors, vous allez avoir E0 moins RA fois I2 moins R fois I2 égale à 0. Donc, ça veut dire que la résistance que je veux calculer, c'est quoi? Ben, c'est E0 sur I2 moins RA. Et vous voyez ici, j'ai besoin de calculer deux affaires. Quelle est la valeur de la force électromotrice induite lorsque je décide de le freiner, c'est-à-dire lorsque la vitesse est à 400 RPM, et quelle est la valeur de la résistance de l'armature parce qu'il n'est pas fourni dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on n'a pas donné la résistance de l'induit. Et là, je vais me servir donc d'aller chercher deux équations pour pouvoir calculer à la fois E0 et R. La première équation, c'est au niveau de la puissance PM. La puissance PM ici, c'est 90 kW. Je peux la calculer de deux manières différentes, soit c'est E0 fois IA, soit le couple fois la vitesse. Alors, j'ai pas le couple, donc je vais utiliser plutôt cette équation-là. E0 fois IA, et puisque je connais déjà la puissance mécanique et je connais le courant IA, bah, je peux calculer E0. Donc c'est 90 000 sur 400, ça donne un E0 égale à 225 volts. Ensuite, d'après la loi de Mike que je peux écrire lorsque le moteur fonctionnait comme moteur, on a IA égale à ES moins E0 sur RA. Donc avec ça, je calcule RA. RA égale à ES moins E0 sur IA. Le E0, je viens de le calculer. Le ES, je l'ai. C'est 240 volts. Et j'ai le IA. Donc la résistance de l'armature, elle est là. La résistance de l'induit, elle est là. Donc là, avec ça, je peux calculer la résistance de freinage. Donc à partir de cette équation-là, la résistance de freinage égale à E0 sur I2, 240 volts sur 500, moins 0.0375, donc ça donne exactement 0.4125 ohms. Donc voilà pour ce qui est de la première question, comment on peut calculer la résistance de freinage. Deuxième question, on vous demande de calculer la puissance de freinage pour plusieurs vitesses. Alors il faut savoir que d'abord la puissance de freinage c'est quoi? C'est la puissance que ce moteur-là va livrer à l'ensemble, c'est-à-dire y compris sa résistance interne, qui est la résistance de l'induit, et la résistance R. On sait très bien qu'une puissance c'est quoi? Ben, c'est soit si j'ai le courant, donc c'est R plus RA fois le courant I2 au carré, sinon je peux utiliser aussi ça. C'est-à-dire le E0 au carré sur RA plus R. Et c'est cette équation-là que j'utiliserai. Parce que c'est vrai, au début, le courant de freinage, je le connais. C'est 500 ampères. Mais après, lorsque le moteur commence à freiner, je n'ai aucune idée c'est quoi la valeur de I2. Alors, même chose aussi pour E0.
Pour E0, au départ, j'ai la valeur c'est 225 à 400 RPM, et lorsque la vitesse commence à ralentir, à diminuer, je n'ai aucune idée sur E0, puisque E0 il varie avec la vitesse. Donc je dois calculer à chaque fois le E0. Alors on sait très bien que le E0 il est proportionnel à la vitesse. Pourquoi? Parce que le E0, je vais juste vous rappeler que E0 normalement c'est KA fois le flux fois oméga. KA fois le flux fois la vitesse oméga. Et puisque le KA c'est une constante, le flux ici c'est une constante parce qu'on alimente l'inducteur par une tension qui est constante, qui est 240 volts, ça veut dire que le courant d'excitation ne change pas lors du freinage. Donc le flux ici, qui est créé par l'inducteur, il ne varie pas. Donc c'est pour ça que je peux dire que E0 il est proportionnel à oméga ici, donc il est proportionnel à N. Donc ça veut dire qu'à 225 volts, E0 c'était pour 400 tours par minute, donc ça veut dire que pour 200, je peux faire une simple interpolation linéaire et écrire tout simplement que E0 égale à quoi? Égale à 200 sur 400 fois 225, ça donne 112,5 volts. Et avec ça, je peux calculer la puissance avec cette équation-là qui est E0 au carré sur la somme des deux résistances, la résistance de freinage et la résistance de l'armature. Alors ça me donne exactement 28 125 watts pour une vitesse de 200 RPM. Alors je fais la même chose aussi pour le 50. Je recalcule la E0 qui est égale à 50 sur 400 fois 225 en faisant ici l'interpolation linéaire, la règle de 3. Ça me donne une tension de 28,125 volts. Et avec ça, je peux calculer la puissance qui est E0 au carré sur la somme des deux résistances. Ça donne 1758 watts. Et pour bien sûr la vitesse nulle, je sais que E0 il va être nul, donc la puissance il est nulle. Donc avec ça, j'ai pu calculer les puissances de freinage à la fois pour 200 RPM, mais aussi qui vaut 28 125 watts, mais aussi pour 50 RPM qui vaut 1750 watts. Et lorsque le moteur va être à l'arrêt complètement, bien sûr, la puissance de freinage elle est nulle. Donc voilà pour ce qui est de cet exercice-là sur la notion. Alors, dans ce qui suit, on va essayer de voir un peu les différents types de moteurs qui existent, les moteurs d'essai. Alors, on commencera par le moteur série. Le moteur série, c'est un moteur où, vous voyez ici l'induit, ça c'est l'inducteur, et l'induit, ils sont alimentés. Vous voyez, ils sont alimentés. Ça c'est l'induit, et ça c'est l'inducteur. Le petit fil ici, ça représente la bobine de l'induit. Ils sont en série, donc ils sont traversés par le même courant. Le IX, c'est le IA, c'est le IS, parce qu'on alimente le tout avec une source. Alors, vous comprenez que la résistance RA et RF, ils sont en série, donc ce qui fait le courant IA est égal à ES moins E0 sur RA plus RF. Ce qui est important de savoir, c'est que normalement, d'habitude, le couple, il est proportionnel au courant IA et au flux aussi. Or, dans ce cas-là, puisque le courant IX c'est IA, donc c'est-à-dire le flux, il est proportionnel à X, donc il est proportionnel à IA. Donc, ce qui est intéressant avec ce moteur-là, c'est que le couple, il est proportionnel au carré du courant qui traverse l'induit. Et ça, c'est une particularité de ce moteur-là, qui est le moteur série, puisque c'est lui qui va présenter le meilleur couple, surtout au démarrage. Le meilleur couple présenté par un moteur d'essai, c'est celui qui est présenté par le moteur série, bien sûr, comparativement au moteur shunt et au moteur à excitation indépendante. Alors, bien sûr, le flux, il dépend du courant qui circule dans l'induit. Bien sûr, il va croître avec la charge. Ça, malheureusement, c'est un problème. Pourquoi? Parce que lorsque la charge mécanique augmente, le courant qui va être demandé par le moteur augmente, donc le flux il va augmenter, donc la vitesse il va diminuer. Et on le voit ici. On voit ici, lorsque le courant augmente, la vitesse il va diminuer. Et lorsque le couple augmente, la vitesse diminue. Et lorsque le couple diminue, la vitesse augmente. Donc, ça c'est deuxièmement, lorsque la charge est inférieure à la puissance nominale, le courant d'induit qui circule dans l'induit ici et le flux par pôle sont inférieurs à la valeur normale. Cette situation impose une vitesse supérieure à la vitesse nominale, donc puisque la vitesse elle dépend du flux et le flux dépend du courant IA, donc IX, IA, et le courant IA dépend de la charge. Et encore une autre chose aussi, le moteur série, c'est un moteur qu'on ne peut jamais permettre de fonctionner à vide. Parce que si le moteur est à vide, ça veut dire le courant IX, donc IA, donc le courant IX il est faible. Et si le courant X est faible, ça veut dire le flux il est faible. Et si le flux est faible, on voit la vitesse il va être énorme. La vitesse il va être beaucoup plus, donc on risque d'emballer
le moteur, puisque la vitesse il va augmenter très très rapidement, puisque la vitesse elle est inversement proportionnelle au flux. Lorsque le flux diminue, la vitesse augmente. Lorsque le flux augmente, la vitesse diminue. Donc ça c'est pour le moteur série. Mais au moins il a l'avantage d'avoir le meilleur couple parmi les trois moteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le moteur composé, quant à lui, ben, c'est un moteur à la fois, c'est un moteur série et c'est un moteur shunt. Si on prend un petit fichier très rapidement, juste Paint pour vous montrer un peu de quoi consiste le moteur série. Donc le moteur composé, c'est un moteur qui va être composé par à la fois, donc ça c'est l'induit, n'est-ce pas? Ça c'est l'inducteur série et ça c'est l'inducteur shunt. En fait, il y a deux inducteurs. Ça c'est l'inducteur série, c'est lui. Inducteur série. Inducteur série, lui. Ça, c'est l'inducteur shunt. Je vais l'écrire en bas ici. Inducteur shunt. Et ça, c'est l'induit. L'induit, c'est lui. Donc, si on regarde un peu ces éléments-là, vous allez voir qu'il y a deux inducteurs. Il y a l'inducteur série qui doit être en série. Ça, c'est l'inducteur shunt. Et ça, c'est, bien sûr, c'est l'induit que je peux représenter avec ça. Donc, ça, c'est l'induit. Donc, ça, c'est les deux balais, si vous voulez. Voilà. Alors, c'est ça le moteur composé. Bien sûr, le moteur composé, en fait, il va chercher les avantages à la fois du moteur série, mais aussi du moteur shunt. À vide, le courant dans l'enroulement série est faible. Donc, le flux généré par cet enroulement devient négligeable devant celui qui est généré par l'inducteur shunt. Quand la charge augmente, le flux dans l'enroulement série croît. Donc, celui de l'enroulement shunt reste constant. Donc, la vitesse du moteur diminue donc plus rapidement. Mais au moins, ce qui est intéressant avec ce moteur-là, c'est qu'il permet d'aller chercher les avantages du moteur à la fois série, mais aussi shunt. Et on voit quelques caractéristiques ici, surtout par rapport au moteur lorsqu'il va être chargé par une charge mécanique. Vous voyez la caractéristique ici qui représente la vitesse en fonction du couple. Le moteur shunt, la vitesse reste, je dirais, pratiquement constante, quel que soit le couple. C'est-à-dire la vitesse va rester constante lorsque le couple change, mais pour composer, vous voyez très bien que lorsque le couple augmente, la vitesse diminue, et le moteur série, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, c'est encore. Donc le moteur, je dirais, le plus stable au niveau vitesse par rapport au couple, c'est le moteur shunt. Ça, c'est au niveau de la stabilité par rapport à la charge. C'est pour ça qu'on parle d'un moteur shunt, on parle d'un moteur avec un flux qui est constant. Parce que la vitesse, elle reste quasiment constante, et ça, c'est quelle que soit la charge mécanique. Alors que ça, c'est le moteur série, le moteur composé, vous allez voir que et la charge mécanique, lorsqu'elle augmente, le courant IA augmente. Et dans ce cas-là, que ce soit pour le série ou pour le composé, ben, le flux dû à l'inducteur série, il va changer, ce qui va influencer un peu la vitesse. Donc, quelques avantages, quelques utilisations. Le moteur shunt, c'est un moteur qui est utilisé, il présente bien sûr la faible variation de la vitesse avec la charge, c'est un avantage. Le moteur série, la charge qui exige un couple de démarrage très puissant, on va l'utiliser. Possibilité d'atteindre des grandes vitesses à faible charge mécanique, ça on le sait aussi. Le moteur composé, comme je vous ai dit, charge qui exige un couple élevé sur une courte durée, exemple les poinçonneuses, les presses, les machines qui comportent souvent un volant d'inertie afin de profiter de l'impact de l'énergie mécanique emmagasinée. En fait, chaque chaque type de moteur, que ce soit shunt, série ou composé, il va présenter des avantages, mais aussi il va présenter des inconvénients. Et dépendamment bien sûr des applications, on va choisir le moteur série, ou le moteur shunt ou le moteur composé. Alors, grosso modo, le moteur shunt, si on a besoin de stabiliser la vitesse sans que la charge soit très très particulière, on va l'utiliser. Pour le moteur série, si on a besoin d'un couple, surtout le couple au démarrage qui est très important, on va l'utiliser. Voilà pour ce qui est de ces trois types de moteurs. Alors, ce qu'on va faire tout de suite après, c'est on va faire un bilan énergétique pour calculer Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
Un moteur DC, on peut le schématiser sous cette forme-là, où vous avez à l'entrée ici, la puissance d'entrée, c'est une puissance électrique, c'est toujours la tension de la source fois le courant de source. Alors, bien sûr, il y a des pertes joules. Les pertes joules, ça c'est les pertes joules dans l'induit. Les pertes joules dans l'induit, dans les conducteurs, vous avez les pertes joules dans l'induit, c'est RA fois le courant IA au carré, plus les pertes joules dans l'inducteur, qui est le RF fois le IX au carré, donc de façon générale. Alors, si on enlève les pertes joules de la puissance électrique, on va obtenir ce qu'on appelle la puissance mécanique. Et la puissance mécanique, on peut la calculer de deux manières différentes, soit en utilisant la force contre-électromotrice E0 fois le courant IA, le courant dans l'armature, soit c'est la vitesse fois le couple mécanique, ou au TM, c'est le couple mécanique total. Alors, ensuite, il faut enlever ce qu'on appelle les pertes rotationnelles. Les pertes rotationnelles sont les pertes fer. C'est-à-dire les pertes fer, pourquoi les pertes fer? Parce qu'on n'oublie pas, un moteur DC, il y a un circuit magnétique. Et à chaque fois qu'on a un circuit magnétique, il y a toujours des pertes fer. Les pertes fer, c'est-à-dire les pertes par hystérésis et les pertes par courant de Foucault, qu'on a déjà vu. Et aussi les pertes mécaniques. Les pertes mécaniques, PV, c'est les pertes par friction, par ventilation forcée aussi. Donc ces deux pertes-là, les pertes fer plus les pertes par friction, par ventilation forcée, c'est ce qu'on appelle les pertes rotationnelles. Et si on enlève de la puissance mécanique les pertes rotationnelles, on obtient la puissance utile, c'est la puissance de sortie, c'est la puissance mécanique transmise à la charge. Avec la puissance utile, c'est la vitesse fois le couple utile. Avec TU, c'est le couple, ce qu'on appelle le couple utile. Donc pour calculer le rendement, c'est très simple. Il faut prendre la puissance de sortie, qui est le P out, qui est la puissance utile, sur la puissance électrique, si on a les deux. Sinon, si on a aussi le couple utile fois la vitesse, et la puissance électrique, c'est la tension de la source fois le courant de la source. On peut utiliser aussi PM moins PR. PM moins PR, c'est la puissance utile. Et PM plus PG, c'est la puissance électrique. Donc, il y a d'autres équations qui permettent de calculer le rendement, mais principalement, voilà les équations qui permettent de calculer le rendement d'un moteur à courant continu.